Alors, bienvenue tout le monde. Euh, Merci de vous joindre à nous pour les 235 personnes en ligne et les 5 dans la salle. Il y a plus de monde qui présente ou de Transplant Québec que d'autres monde, mais merci à ceux qui sont ici, qui se sont déplacés. Euh, on a l'honneur, le privilège et le plaisir d'avoir aujourd'hui une présentation magnifique où Sainte-Justine, nous sommes l'hôte. Parce que dans la semaine du don d'organes, il y a toujours à Sainte-Justine, le mercredi de la réunion du département, une réunion scientifique en lien avec le don, ou en tout cas en lien avec le don organes et tissus. Cette année, on a eu la chance, parce que Transplant Québec nous a demandé d'être les autres pour l'ensemble du Québec. Alors donc, c'est pour ça on est rendu à combien, là? 300 personnes de partout au Québec. Alors, je remercie beaucoup l'équipe du comité de dons qui participe de façon hyper active pour toute l'année par rapport à des organisations de la sensibilisation et, entre autres, de beaucoup pour la semaine du don. Fait que vous regarderez sur l'intranet pour les gens qui sont de Sainte-Justine. Et je remercie aussi Transplant Québec qui nous permettent d'avoir ces belles présentations-là. Et on a un panel fantastique et un animateur, ça sera pas moi parce que on a la chance d'avoir Harold Gagné qui va être avec nous et qui va pouvoir soit animer ou torturer nos panélistes. Alors, on verra. Harold, je te laisse la place. Merci beaucoup tout le monde. Bonjour, merci à Dr Lallier avec qui j'ai eu l'occasion de faire de nombreux reportages au CHU Sainte-Justine. Bravo pour ce que vous faites pour le don d'organes. Je salue les gens qui sont sur le web. Je vous remercie d'être là. Et revenir au CHU Sainte-Justine, pour moi, ça me rappelle beaucoup de souvenirs parce que le dernier reportage que j'ai fait en tant que journaliste à TVA, j'étais à TVA pendant 38 ans. Je faisais beaucoup de reportages en don d'organes, entre autres. C'est ici mon dernier reportage que j'ai fait avant ma pré-retraite, il y a 2 ans. Maintenant, je travaille au 6 de la Montérégie-Est 3 jours par semaine, donc je suis un pré-retraité. Et quand je dis que ça me rappelle beaucoup de souvenirs, c'est que, entre autres, en mars 2016, j'ai fait une histoire d'une petite fille. Vous étiez peut-être là, vous vous en rappelez peut-être, une petite fille qui s'appelait Élissa Grondin. Elle a reçu un cœur, mais à la dernière minute, c'était assez éprouvant pour la famille. Et puis, on avait fait de nombreux reportages. Et lorsqu'elle a quitté l'hôpital, il y avait beaucoup de travailleurs de Sainte-Justine qui étaient à l'entrée. Il y avait des ballons, une bicyclette. C'était un merveilleux moment. Alors, merci aux travailleurs de la santé. Merci aux familles aussi qui font des dons d'organes. On ne peut qu'imaginer ce qu'ils vivent. Et je vais vous présenter, avant de laisser la parole à nos panélistes, une vidéo qu'on a réalisée il y a quelques jours parce qu'on se pose toujours la question, qu'est-ce qui fait qu'une famille qui perd un enfant très jeune accepte de faire un don d'organes? Alors, sur les réseaux sociaux de Transplant Québec, dès demain, vous pourrez visionner ce reportage que j'ai réalisé en compagnie d'un de mes confrères, Pierre-Étienne Touchette. Et on a rencontré une famille en Montérégie qui est passée par l'hôpital Charlemagne-les-Urgences, a été transférée à l'hôpital de Montréal pour enfants et a accepté de faire un don d'organes. Je vous présente un aperçu de ce reportage. Le voici. Léo est décédé, il avait 22 mois. Il a fait sa journée à la garderie le lundi au complet. Le mercredi, il était à l'hôpital aux soins intensifs. Léo avait une infection généralisée. C'est devenu une choc septique. Quand on se fait confirmer le tout, on n'a pas le choix de se rendre à l'évidence qu'il n'y a plus rien à faire. Mon monde venait de s'effondrer. C'est un cauchemar. Quand le médecin nous a annoncé la mort cérébrale, elle nous a demandé si on était intéressé au don d'organes. Mon père était dialysé puis il a reçu un rein, donc je sais à quel point ça fait une différence, pas juste dans la vie de la personne qui le reçoit, mais dans la vie de toute sa famille. Le don d'organes est un droit des parents, un droit du patient. C'est un processus qui se passe entre 48 et 72 heures. Dès qu'on a l'accord verbal de la famille, on va s'assurer que les examens se fassent pour notre qualification, puis la sécurité des organes. Puis après ça, on va trouver nos receveurs.
Les gens de Transplant Québec nous ont expliqué toutes les étapes qu'ils devaient faire, puis on pouvait aussi retirer notre consentement là, à tout moment. Léo, il a sauvé la vie d'un autre enfant qui serait mort si Léo ne serait pas décédé. Juste de savoir qu'il a sauvé cette vie-là, pour moi, c'est suffisant. C'est un petit toutou qu'on nous a donné à l'hôpital avec le son du cœur de Léo. Ça ramène des émotions. Ça me fait penser aussi que son cœur, il bat encore à quelque part. Ouais, il est resté longtemps à l'hôpital. Alors, c'est un aperçu du reportage que vous pourrez voir. Merci à la famille. Il y avait aussi la grand-maman qui était là parce qu'il y a 3 enfants. La dernière, je pense, à 9 mois, mais elle ne remplacera jamais Léo. Les parents me l'ont dit. Alors, merci à Yannick et Cathy parce que de témoigner également, je pense que ça apporte aussi un bon, mais ça démontre pourquoi est-ce qu'on devrait faire le don d'organes. Et j'imagine qu'il y a plusieurs raisons. Dans le cas de Cathy, c'est que son papa avait été greffé. Cela étant dit, je vous présente nos panélistes et on va fonctionner d'une façon très conviviale, c'est-à-dire que si chacun des panélistes veut intervenir lorsque l'autre aura parlé, je les invite à le faire. Alors, je vous présente tout d'abord Dr. Matthew Weiss. Il est intensiviste pédiatrique au CHU de Québec. Il est aussi directeur médical du don à Transplant Québec et président désigné de la Société internationale des professionnels du don d'organes. Bonjour, Dr. Weiss. Myriam Larivière est travailleuse sociale au CHU Sainte-Justine depuis plus de 15 ans. Elle est active au sein des soins intensifs pédiatriques où elle accompagne les familles dont l'enfant est hospitalisé, quelquefois touché par le don d'organes. Docteur Virginie Plante est intensiviste pédiatrique au Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke et professeure adjointe à l'Université de Sherbrooke. Ses intérêts de recherche portent sur le neuromonitoring. Je me suis informé tout à l'heure parce que je ne connaissais pas tout à fait ça, le Doppler transcrânien et la médecine de précision. Et finalement, Dr. Samara Zavalkov, elle est directrice de l'unité des soins pédiatriques de l'Hôpital de Montréal pour enfants et professeure agréée de pédiatrie à l'Université McGill. Et on va lancer la conversation avec vous. Je dois dire que Dr. Zavalkov, on s'est croisés à quelques reprises et une des fois qui m'a beaucoup marqué, c'est un petit bonhomme. J'ai écrit un article dans Sélection du Reader Digest là-dessus. Il s'appelle Liam. Il a été greffé il y a presque 10 ans maintenant. Il va très bien. Bravo pour ce que vous avez fait. Alors moi, je vous pose la question, est-ce qu'on en fait assez pour les dons pédiatriques? Donc, est-ce qu'on fait assez? On ne fait jamais assez jusqu'à le moment où la liste d'attente est à 0. Et on a toujours les enfants sur la liste d'attente et certainement aussi les adultes. Et pour moi, qu'est-ce qui est tellement important de faire vraiment, c'est comme nous, comme équipe intensive, c'est que à chaque moment qu'on a une enfant qui peut être une donneur potentielle, qu'on réfère cette patient et leur famille à Transplant Québec. Qu'est-ce que j'enseigne à mes résidents et je parle avec mes collègues, c'est pas notre job de décider pour le famille, de prendre cette décision, de décider si ça peut être une bonne candidate, oui ou non, mais vraiment de laisser à Transplant Québec faire leur job et de nous de laisser la discussion à eux. On va être là pour t'aider, mais pour qu'on donne à chaque famille leur chance de prendre leur propre décision, c'est leur droit. Et en faisant ça, ça montre la potentiel pour engreffer les enfants comme vous avez mentionné, comme Liam et les autres. Est-ce que votre taux de référence est élevé à l'Hôpital de Montréal pour enfants? Je suis très fière de vous partager que c'est très élevé. Cette année, c'est à 100%. Et c'est avec beaucoup de travail de mettre beaucoup d'attention là-dessus. Par exemple, une chose que nous faisons, à chaque fois qu'on a un décès aux soins intensifs, on revit ça en équipe et on a des questions qu'on demande à chaque fois. Et une de ces questions-là, c'est est-ce que nous avons identifié cette patiente comme une donneur potentielle? Est-ce que nous avons référé cette patiente à Transplant Québec? Et si jamais la réponse est non, pourquoi? Et comment on va changer ça pour la prochaine fois? Pour moi, si on manque de faire cette référence, c'est vraiment comme un événement de sécurité de la patiente.
parce que on réduit la chance d'aider un enfant sur la liste. C'est pareil comme si je suis intensiviste et je traite un enfant avec un choc septique et nous, comme une équipe, on donne pas des antibiotiques. On doit reviser ça parce que c'est un incident relié à la sécurité de la patiente. Si nous manquons de faire cette référence, et il faut le faire à chaque fois, on doit reviser ça en équipe pour comprendre pourquoi et comment on va l'éviter la prochaine fois. Est-ce que vous travaillez avec les donneurs et aussi les receveurs? Tout à fait. Évidemment pas en même temps. Souvent, dans le même moment. Oui, c'est rare aux pédiatries, mais c'est arrivé pas juste une fois que nous avons dans la même unité de soins intensifs les enfants avec des insuffisances cardiaques ou des autres problèmes des organes et ils attendent pour des transplantations et au même temps, malheureusement, les enfants qui sont très malades à la fin du vie qui peut être des donneurs potentiels, dépendant que la situation et les désirs de leur famille. Je vous invite à intervenir si vous avez d'autres commentaires, vous en aurez certainement. M'adresse maintenant à Dr Virginie Plante. Vous avez dit le don d'organes, c'est le moment où l'intensité médicale et l'intensité humaine de notre travail se rencontrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Oui, ouais. Moi, j'ai des souvenirs très, très, très francs du premier patient en décès neurologique dont la famille a fait le choix d'aller vers un don d'organes quand j'étais résidente. Je pense qu'on est exposé aux soins intensifs à des décès d'enfants, c'est toujours extrêmement, c'est toujours terrible, c'est toujours triste. Il y a une dynamique quand même particulière quand on parle de décès neurologiques puis de don d'organes. Vraiment, moi, la première fois, ça m'a happé la cohabitation d'une intensité médicale durant tout le processus qui se poursuit au-delà du décès du patient. Euh, les patients qui vont progresser vers un décès neurologique, il peut y avoir évidemment plusieurs situations. Quand il y a beaucoup de ces situations-là où il va y avoir eu un événement catastrophique là, en dehors de l'hôpital. Les patients peuvent arriver, par exemple, en arrêt cardio-respiratoire là, à l'urgence. Puis là, ben, au niveau médical, il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses qu'on doit faire. C'est très intense. Puis là, ben, le rythme cardiaque revient. Puis là, il y a comme une bouffée d'espoir, tu sais, pour les parents, pour l'équipe. Assez rapidement, on embarque dans ce qu'on fait, nous, comme intensivistes, donc la stabilisation, beaucoup, beaucoup d'ajustements, le support des différentes fonctions vitales. On rencontre les parents une première fois, puis là, c'est comme une première annonce, hein, parce que ben, dans Grey's Anatomy, après une réanimation, les patients ils se réveillent. Là. Mais là, on doit souvent annoncer qu'on est très, très inquiet, en fait, pour le pronostic de leur enfant. Puis là, c'est comme une première grosse pierre qu'on jette. Euh, puis là, on retourne aux patients, on continue nos efforts de stabilisation. Moi, je suis neuro-intensiviste, c'est le moment où on fait tout ce en notre pouvoir pour stabiliser, mettre le cerveau dans les meilleures conditions. Puis là, il y a un moment où on a un indice clinique que le patient progresse vers la mort cérébrale. Puis là, on se rassoit avec les parents. Puis là, c'est une deuxième annonce on suspecte fortement que leur enfant est en décès neurologique. Et à ce moment-là, est-ce que vous parlez tôt? Est-ce que vous devez parler tôt du don d'organes? Absolument pas. Donc, nous, à ce moment-là, on se concentre sur le patient, puis on va plutôt expliquer aux parents notre inquiétude que l'enfant progresse vers un décès neurologique et ce qu'on doit faire pour confirmer ce diagnostic-là, parce que c'est un diagnostic. Et là, ben, s'ensuit une série de tests de confirmation. Puis là, ben, à la fin des tests de confirmation, une troisième fois, on s'assoit avec la famille. Puis là, on annonce le diagnostic final. Donc, c'est vraiment comme un parcours. Tout ça, ça se passe sur ces 3 jours, souvent, là. Puis, oui. Étant donné que les familles sont en état de choc, est-ce que vous devez expliquer qu'est-ce que c'est que la mort cérébrale? Parce que ça revient souvent quand j'interviewais des familles, on me disait, bon, est-ce qu'il est vraiment décédé? Qu'est-ce qui nous le prouve? Est-ce que ça, c'est une embûche? Ben, je dirais pas une embûche, mais je pense que ça fait partie de notre rôle de vraiment bien vulgariser puis bien expliquer ce concept-là, qui est pas nécessairement un concept qui est connu de manière détaillée par toute la population. Moi, à travers
les années, je nomme le mot mort cérébrale ou décès neurologique très, très tôt. Si comme médecin, à l'arrivée du patient, je pense que c'est une possibilité, je nomme que c'est une éventualité assez tôt. Je pense que ça permet aussi des fois quand la trajectoire se confirme d'avoir parlé de ça assez tôt avec les parents. Je trouve que ça facilite les choses. Puis, fait que, effectivement, là, c'est dans un moment vraiment de choc, de grande vulnérabilité qu'on doit expliquer des concepts qui sont pas si évidents que ça. Puis après l'annonce de la mort cérébrale, évidemment, ben, justement, la référence à Transplant Québec, puis là, après, le choix de la famille, tu sais, les familles qui vont décider d'aller vers un don d'organes, mais c'est là que je trouve que l'intensité se côtoie le plus parce que, contrairement à d'autres décès, euh, le patient qui est en décès neurologique, c'est des patients qui sont très instables, pour faire le maintien du donneur, on a quand même beaucoup de travail médical qui se poursuit en même temps qu'accompagner une famille qui est en deuil, puis de faire toutes les étapes d'accompagnement humain, puis de l'intensité humaine qui est rattachée à ça. Tout à l'heure, on parlera de la fratrie, les frères, les sœurs, la famille, ça c'est très important. Docteur Weiss, il y a quelques années, vous m'avez dit, Harold, tu fais des reportages ou des articles sur des receveurs, des familles qui reçoivent, tu devrais en faire un sur des familles qui acceptent de donner. Je vous remercie parce que ça m'avait vraiment touché, puis j'avais parlé à 3 familles. Alors vous travaillez beaucoup avec ces familles-là en état de choc. Qu'est-ce qui manque pour qu'on augmente le don d'organes pédiatriques? Évidemment, on ne souhaite pas le décès d'aucun enfant, mais il y a quand même un taux de refus. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Bon, premièrement, là, absolument, là, c'est l'importance du don pour les familles de donneurs, là, c'est quelque chose qu'on ne doit pas minimiser. En fait, la raison que je suis ici aujourd'hui, là, c'est quand j'étais au début de pratique, comme 2012-2013, j'avais une famille, une jeune fille qui avait décidé, mais elle a décidé dans les circonstances qui, à ce moment-là, ne permettait pas le don d'organes. Pour les intensivistes qui sont ici, on ne faisait pas encore de DDC pédiatrique au Québec. Et j'étais obligé de dire à son père, qui était un deuil profond, qu'on n'était pas capable de faire le don. Et de voir, c'était évidemment moins intense que la perte de sa fille, mais de perdre la possibilité de faire le don, d'aider quelqu'un d'autre en faisant le don d'organes, c'était quelque chose qui a vraiment, vraiment marqué cette famille et conséquemment, là, ça m'a beaucoup marqué aussi. Donc, c'est sûr que, comme j'avais expliqué à Harold, là, c'est sûr que le bénéfice pour le receveur est évident. Tout le monde comprend qu'on n'a plus besoin de faire la dialyse parce qu'on a eu une grève de rein, là, ça, c'est évident. Mais le bénéfice pour la famille de donneurs, là, c'est quand même non négligible et ça peut aider beaucoup dans le processus de deuil là, que je pense qu'il va être discuté beaucoup plus. Bien, si vous permettez, on va aller la voir tout de suite. Elle est donc travailleuse sociale, Madame Larivière. Vous avez dit que la perte d'un enfant est l'épreuve la plus dévastatrice qu'un parent puisse traverser, on le comprend bien. Vous dites aussi que le don d'organes peut faire émerger un geste de sens et une portée d'espoir en offrant la vie à d'autres. Est-ce que c'est vraiment ce que toutes les familles qui acceptent de donner ressentent? Bien, en fait, d'abord, je voulais dire, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir parler du vécu des donneurs parce que c'est vrai, comme le disaient mes collègues, on entend ces histoires un peu plus joyeuses de familles qui reçoivent, mais ça, ce ne serait pas possible sans que les parents de donneurs acceptent de faire ce geste-là. Euh, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on rencontre ces parents-là, ils sont dans le pire moment de leur vie. Aujourd'hui, ça semble assez facile de parler du don d'organes dans le contexte ici qui est plus convivial, mais il faut se rappeler le contexte dans lequel on se trouve, où, bon, mes collègues l'ont quand même décrit, là, c'est un état de choc chez les parents, puis il faut découpler l'annonce, bien souvent, comme Dr. Plante le disait, de faire une annonce médicale, de réexpliquer des termes plus médicaux avant de pouvoir se rendre à l'étape de parler du don d'organes parce que l'assimilation des informations médicales peut être quand même très difficile dans ce contexte-là, soudain, puis avec la pire épreuve qui traverse. Mais quand on arrive à parler, à adresser le don d'organes, il y a des familles pour lesquelles
ils vont nommer principalement, ben, si je peux éviter que d'autres familles perdent leurs enfants. Donc, un geste d'altruisme qui est franchement incroyable, là, de vouloir aider son prochain sans même savoir qui sera cet autre prochain-là. Certains nomment aussi, comme on l'a vu dans la vidéo de Léo, ben, il y a une transposition symbolique là, de savoir que mon enfant va continuer de vivre, une partie de mon enfant va continuer de vivre au travers quelqu'un d'autre. Puis tout le concept des valeurs humanisme, là, souvent qui se recoupe dans les valeurs familiales, là, c'est important pour eux. Donc, bien souvent, c'est le sens qu'ils vont donner, mais malgré que ce soit une situation incompréhensible, ça l'a permis d'aider d'autres personnes. C'est en cohérence avec nos valeurs familiales. Donc, ils procèdent en ayant ça en tête, là, Et en tant que travailleuse sociale, vous intervenez à quel moment? Parce que là, on a vu tantôt, même dans le court reportage, qu'il y a des équipes là, de Transplant Québec qui interviennent, le coordonnateur vient, on va chercher un receveur aussi. Mais vous, en tant que travailleuse sociale au CHU Sainte-Justine, vous intervenez à quel moment? En fait, bien souvent, je suis demandée dès leur arrivée. Puis comme Dr Plante le disait, là, c'est des processus avant qu'on fasse le diagnostic de mort cérébrale, par exemple, quand c'est cette trajectoire-là, qui peuvent prendre plusieurs heures, quelques journées. Donc, je suis impliquée auprès des familles durant toute cette durée de temps-là. Quand les personnels de Transplant Québec sont impliqués ensuite, on collabore ensemble, là, les infirmières de Transplant Québec et moi. Je vais poser une question. Qu'est-ce qui peut amener une famille à refuser le don d'organes dans votre pratique, là? On comprend bien que les gens sont en état de choc, c'est un choix personnel, mais dans votre pratique, qu'est-ce que disent les parents? Mais c'est sûr que les raisons sont aussi variées qu'il y a des familles. Parfois, mais la raison la plus fréquente, qui revient le plus fréquemment, là, c'est sûr, c'est le temps que ça prend. Malheureusement, l'organisation d'un don d'organes, c'est un enjeu logistique massif. C'est souvent les équipes, même après le consentement est donné, il faut organiser les équipes chirurgicales qui vont venir prélever les organes et ils viennent à peu près tout le temps des autres hôpitaux, parfois des autres provinces. Donc, juste à ce niveau-là, d'organiser le transport des équipes, c'est une grosse affaire. Mais avant qu'on arrive là, il faut faire l'évaluation des organes, pour être sûr que les organes soient greffables. Il faut aussi faire l'attribution des organes pour trouver les receveurs qui sont compatibles au niveau biologique avec les receveurs. Tout ça, ça prend du temps. Donc, quand on en arrive avec une famille, comme dans les situations décrites où il y a la possibilité de don, et on dit aux familles, ça va prendre 24, 48, 72 heures, parfois même 5, 7 jours. Là. C'est 7 jours, on n'espère pas, là, mais 4, 5 jours, c'est pas infréquent. Mais c'est sûr que de demander ça aux familles, quand ils sont déjà là aux soins intensifs, d'avoir perdu leur enfant, c'est quelque chose que souvent les familles disent non, c'est trop long, là, on ne peut pas. Donc, ça, c'est la raison le plus fréquente que moi j'ai vu, vous autres aussi. Là. Parfois, c'est des raisons un peu plus idiosyncratiques. Par exemple, j'ai eu une fois une mère là, que son fils était un donneur éligible. Je parlais de don. Elle était extrêmement lucide sur le bénéfice de don. Elle a dit, j'ai signé ma carte. Si c'était moi, je ferais le don dans 2 secondes. Je voudrais sauver quelqu'un d'autre. Mais l'idée que quelqu'un va couper encore mon enfant, je ne peux pas y penser. Je peux pas supporter ça. Elle reconnaissait là, le fait que c'était probablement, entre guillemets, illogique, mais c'est un moment tellement émotif qu'il n'y a rien, elle ne pouvait rien faire. Donc, c'était plus fort qu'elle. Donc, ça, c'est comme un exemple, entre autres, mais je ne sais pas, vous autres, si vous avez des autres... Est-ce que c'est la même chose dans votre pratique, Dr Zavalkov, à l'hôpital de Montréal pour enfants? Oui, je pense que c'est 2 raisons que Dr. Rice a mentionnées, c'est les plus fréquents. Oui, c'est vrai, des fois, c'est une raison religieuse, culturelle, mais on peut être surprise aussi. On a eu des gens qui viennent de certaines cultures qui souvent disent non, mais grand-maman était engreffée ou quoi que ce soit. Il dit oui, ça c'est pourquoi c'est important de pas assumer quelque chose, de faire de la référence.
Et juste pour ajouter, je pense que d'impliquer les personnes comme Myriam, ses collègues, les membres de l'équipe de Transform Québec, les coordinateurs et coordinatrices aux hôpitaux, même pour les familles qui disent non, ça ajoute beaucoup de support. Ils reçoivent même après des cartes de support, les supports dans leur processus de deuil. Alors, même si la réponse est non, ils bénéficient. Et qu'est-ce qui me garde réveillée la nuit, c'est si jamais une famille dans 2, 3, 5 ans réveille et dit pourquoi personne m'a jamais posé la question des dons des organes? Donc maintenant, je suis beaucoup plus transparent avec des familles. Si leur enfant n'est pas candidat pour une raison ou l'autre, je leur dis, si vous demandent donne des organes, je peux vous dire tout de suite c'est un non et ça c'est pourquoi. Comme ça, ils vont toujours avoir la clarité de la réponse. Et dernièrement, j'ai rencontré justement Wendy Sherry et Andrew Chan, qui sont des infirmiers là, en don d'organes. Ce n'est pas le titre exact, mais ils travaillent avec Transplant Québec. Et on me disait aussi que si on va parler de don d'organes à une famille, des fois on est surpris parce qu'ils n'en ont jamais entendu parler. On est dans une société de plus en plus multiculturelle, mais même mis à part ça, il y a des gens qui n'en ont jamais parlé dans leur famille, qui n'en ont jamais entendu parler. Vous le constatez, ça? Oui, et ça, c'est pourquoi en Canada, on a une belle mélange de culture, religion, et ça rend le Canada magnifique. Mais on doit rendre au point où la donne des organes, c'est une partie normale de la fin du vie pour la société de comprendre en général. On parle de faire des mémoires comme le petit ourson on a vu de la famille de Léo. Ça, c'est une chose qu'on fait. On soigne les symptômes de l'enfant et on parle des dons des organes, on parle de autopsie. Ça, c'est juste qu'est-ce qu'on fait à la fin du vie régulièrement pour tout le monde égal. Docteur Plante, vous trouvez extrêmement important, puis ça l'est, que la famille, que les frères, que les sœurs soient impliqués, de ne pas leur cacher le don d'organes? Oui, je pense que c'est pas une particularité pédiatrique, mais c'est sûr qu'on a, de par l'âge de nos patients, de la fratrie survivante là, d'âge pédiatrique de manière assez fréquente. C'est pas quelque chose qui est spécifique au don d'organes. Là. Je pense que dans tous nos décès pédiatriques, on est très sensibilisé à ça en pédiatrie. Je pense il y a certaines particularités du décès neurologique et du don d'organes qui font que parfois les gens moins expérimentés en pédiatrie peuvent avoir des réticences ou des craintes. Les parents peuvent certainement avoir des craintes, mais je pense que aussi la première chose, c'est un peu d'explorer nos craintes comme travailleurs de la santé, là, puis de s'assurer, de la même manière qu'on disait, de se faire offrir le don si c'est approprié pour notre enfant, c'est un droit, ben, de ne pas retirer le droit à la fratrie survivante d'être impliqué. Fait que ça ne veut pas dire il n'y a pas de one size fits all. Là. Ça ne veut pas dire d'obliger les enfants à venir au chevet ou d'obliger les parents à amener leur fratrie, mais plutôt de ne pas les écarter de manière systématique. Ça, je pense que c'est la première chose, puis de trouver une manière de les intégrer d'une manière qui est appropriée à eux individuellement, à la famille dans son ensemble, à l'âge de l'enfant, puis à ce que surtout l'enfant désire. Fait que, tu sais, fréquemment, les parents vont avoir des craintes soit de traumatiser leur enfant survivant, soit des fois de démontrer des émotions fortes devant leur enfant ou différentes craintes comme ça. Notre rôle, je pense, c'est d'être des experts dans l'accompagnement de ces fratries-là, de s'assurer que la famille a les ressources appropriées. Premièrement, c'est ça, de regarder nos propres craintes à nous. Puis souvent, une des craintes, c'est que les enfants sont trop jeunes pour comprendre. Puis c'est beaucoup trop impressionnant. Ils vont pas comprendre la mort cérébrale. Puis récemment, j'ai trouvé dans le bureau d'un de mes collègues, là, Dr. Cyr m'a montré un concours de dessin, en fait, que... Oui, d'ailleurs, on va voir l'image dans quelques instants. Donc, Génial. je vous laisse continuer un concours de dessin d'enfants. Il y a quelques années, dans un concours qui avait été lancé, où on avait demandé aux des enfants d'âge scolaire, là, 5 à 12 ans, de dessiner ce que pour eux, ça voulait dire le don d'organes. Puis, vous allez voir défiler quelques images, là. Puis, moi, ce qui m'a frappé, c'est vraiment, vous allez voir qu'il y a plusieurs symboles qui reviennent beaucoup. Il y a des cœurs, des anges. Fait que c'est clair pour les enfants que c'est un geste de bonté
un geste de générosité puis un geste d'amour. Vous allez voir aussi que c'est clair que on voit des hôpitaux. C'est clair que ça se passe à l'hôpital. Il y a des chirurgiens. Et de manière assez intéressante, c'est clair que le patient qui donne est décédé. On va voir des représentations d'enfants ou d'adultes qui sont couchés, qui ont les yeux fermés, puis même sur une, il y a des petits X sur les yeux. Donc, même pour des enfants super jeunes, non, ils ne comprennent pas les concepts médicaux détaillés, mais il y a une compréhension que le patient qui donne est décédé, puis que c'est un geste d'amour puis de bonté. Puis ça, je pense que c'est vraiment important de revenir à la base puis de ne pas sous-estimer la compréhension des jeunes enfants. Moi, de me rappeler ça, je pense que tous les travailleurs de la santé qui œuvrent auprès de ces familles-là, d'abord examiner nos propres craintes puis d'aller un peu les déconstruire avec certains éléments comme ça. Puis ensuite, ben, c'est notre rôle de répondre aux questions des parents, de leur proposer. Des fois, ils peuvent même pas y avoir pensé. Ça peut même pas faire partie des choses qu'ils pensaient qui pourraient être appropriées. Les accompagner, puis d'individualiser cet accompagnement-là. Des fois, c'est pas nécessairement... Il y a des enfants qui voudront pas venir. On peut leur proposer de faire un dessin à ton frère, à ta sœur, amener des souvenirs, participer à la création de mémoire, participer à tout cet événement-là qui va être marquant dans leur vie. T'sais, même si on essaie de les écarter, leur frère ou leur sœur est décédé, fait qu'il n'y a rien qu'on peut faire pour que ça leur fasse pas de peine ou pas de mal. C'est quelque chose qui va définir une partie de leur enfance. Fait que je pense juste d'éviter de les écarter systématiquement. D'ailleurs, pour aller dans le sens de ce que vous dites, dans le reportage que vous pourrez visionner demain sur les réseaux sociaux de Transplant Québec, le frère de Léo qui avait 22 mois, je vous le rappelle, qui est décédé, qui a donné son cœur, le frère de Léo, à 5 ans, il est allé à l'hôpital avec ses parents, ils ont pris des photos, il se souvient, il se rappelle de son petit frère, en ces termes à lui, là, mais il garde un souvenir, puis les parents commémorent même son anniversaire, ça fait partie de leur rituel. Et vous, en tant que travailleuse sociale, vous revoyez les familles aussi après les dons. Est-ce que vous avez la même perception? Il faut impliquer tout le monde? Comment ça se passe? Ben oui, en fait, je suis contente qu'on puisse aborder ce sujet-là parce que, comme le disait Dr. Plante, c'est vraiment une épreuve de famille. Donc, l'absence d'un enfant à la maison, ça va se faire remarquer par le reste de la fratrie, mais aussi par les grands-parents ou des membres de la famille un peu plus élargis là, qui étaient impliqués auprès de l'enfant qui décède. Donc, de pouvoir leur offrir un espace durant le moment d'hospitalisation, je pense que c'est très important. Je pense que souvent, quand les parents ont des réticences, ça part justement d'inconfort, mais si on est là à déployer nos énergies, nos services pour pouvoir les guider dans tout ça, sur comment parler à l'enfant de manière appropriée à leur âge, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour participer à ces petits rituels-là, puis surtout quand les parents veulent entretenir les souvenirs, là, comme célébrer des anniversaires, puis entretenir des discussions au sujet de l'enfant décédé. Ça ouvre des communications qui sont sereines pour l'ensemble de la famille. Donc, dans nos suivis, évidemment, puis pendant les hospitalisations, c'est un peu plus facile de faire ces rencontres-là plus familiales parce que tout le monde est présent. Mais dans nos suivis, certainement qu'on explore souvent avec la famille comment est-ce que le reste de la famille se porte, à savoir s'ils ont des besoins qui vont émerger un peu plus tard, là, mais durant cette période à l'hôpital, on les voit vraiment régulièrement. Puis après coup, ben, c'est plus des communications directement avec les parents, mais avec la fratrie au besoin. Il y a d'ailleurs du soutien psychologique qui est offert. Dans le cas des parents de Léo, ils m'ont dit que ça leur a fait un grand bien d'avoir un soutien psychologique de la part des équipes. Et Dr. Vang, vous avez dit une parole qui est très importante à mon point de vue. Vous pourrez renchérir. Vous avez dit, c'est pas une question, le don d'organes pédiatrique, c'est pas une question de connaissance, c'est une question de confiance. Oui, et en fait, c'est une citation d'un collègue d'Angleterre, là, Dale Gardner, là, qui est un de mes collègues qui travaille là-bas, là, mais il dit que souvent, nous, comme professionnels de santé, on pense qu'on est en train de transmettre des connaissances aux familles, mais en fait, ce qu'on doit focuser, c'est le transfert de confiance. Parce que c'est sûr que, comme Dr. Plante a mentionné, là,
ils vont pas comprendre tous les détails de comment on a fait le constat de décès neurologique. Ils vont pas comprendre quel organe spécifiquement peut être attribué à quel receveur, pour quelle raison. Ça, c'est notre rôle. Mais notre rôle est de quand même leur démontrer qu'ils peuvent faire confiance dans nous, que leur enfant est vraiment décidé, qu'on va attribuer les organes dans une manière éthique, équitable, et qu'ils peuvent faire confiance qu'on fait le meilleur pour eux et pour leur enfant, et le fratrie aussi, là. Mais d'un point de vue plus médical et technique, là, les parents qui disent, bon, ben, on aurait peut-être accepté, mais on n'est pas prêt à attendre 3 jours, 4 jours. Est-ce qu'on peut accélérer le processus de don d'organes au niveau technique, au niveau organisationnel? Est-ce qu'on a tous les outils nécessaires? Mais je dirais que malheureusement, non. C'est sûr mais ça, c'est à plusieurs niveaux. C'est sûr que autant que dans une unité spécifique, est-ce que on a fait assez de formation? Est-ce que le monde qui travaille dans l'unité est assez sensibilisé? Ça, c'est quelque chose qui peut toujours faire partie de notre formation continue dans une unité de soins intensifs ou aux urgences où les donneurs potentiels peuvent arriver. Mais c'est sûr que si on regarde plus haut, c'est sûr qu'au niveau hôpitaux, au niveau de province, de système de santé, ça peut toujours être plus une priorité. On peut toujours avoir plus de ressources, soit accès au bloc opératoire, plus de chirurgiens qui sont disponibles pour être disponibles pour faire les prélèvements, faire les greffes quand les donneurs sont disponibles. Et aussi d'avoir des tests d'attribution qui sont priorisés par les hôpitaux. Que quand on demande une TDM ou une échographie pour évaluer un organe, que ce soit fait, même que c'est soir-nuit, là, pour accélérer le processus. Donc, c'est comme le genre de changement institutionnel qui pourrait aider à accélérer le processus. Et vous vivez ça partout, j'imagine, à Sherbrooke, à l'hôpital de Montréal pour enfants. C'est la même chose? Oui, je pense que, tu sais, je pense que c'est quelque chose, chaque milieu va avoir ses particularités, ses défis, mais je pense qu'il y a quand même des enjeux organisationnels de coordination, d'accès au bloc opératoire, d'accès au plateau technique, tu sais, dans l'investigation. Ça, c'est des choses qu'on vit, je pense, à la grandeur de la province. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que, comme Dr. Weiss disait, tu sais, c'est vraiment multi-niveau, là, qu'il faut attaquer un peu à tous ces niveaux-là, là. Le taux de refus en don pédiatrique, supposons que vous approchez une famille, ça représente quoi? Dans les dernières quelques années, là, c'est autour de 50%, qui est à peu près 10-15% moins que le taux d'acceptation. Mais en fait, excusez, le taux de cancellement, c'est à peu près 50%. Le taux de oui en adulte, pour les donneurs adultes, c'est à peu près 60-65%. Donc, c'est sûr que c'est le taux d'acceptation de dons, c'est un peu plus bas en pédiatrie. C'est sûr que les raisons sont multiples. C'est difficile de dire exactement pourquoi, mais comme je pense qu'on dirait tous, les raisons émotives, c'est une chose là, quand vous avez votre père là, de 75 ans qui avait des maladies chroniques, qu'on s'attendait un peu à une fin, là, et qui a exprimé lui-même son désir de faire le don. Ça, c'est plus facile à accepter que l'enfant de 5 ans qui a eu un décès soudain. Là, ça, c'est sûr que les émotions sont plus chargées. Là, Et quelque chose, docteur Zavalkov, avant de vous donner la parole, qui m'a marqué d'ailleurs, c'était à l'hôpital de Montréal pour enfants. Il y a une infirmière qui me disait dernièrement, quand on approche les familles, habituellement, quand ils acceptent le don d'organes, ça se fait rapidement, souvent en dedans de 20 minutes. Si on revient après pour entamer la discussion, là, sans harcèlement, bien entendu, parce que c'est leur choix, mais quand ça prend 40, 50 minutes, eh bien là, on est certain qu'il n'y aura pas de don d'organes. C'est vrai, ça? Oui, c'est aussi mon expérience et souvent, c'est les familles qui viennent avec les questions. Est-ce qu'on peut faire la donne des organes? C'est là, ça va. C'est un succès, c'est un consentement de oui. Ou il arrive avec la réponse positive vite parce que j'ai eu un cas où c'était un adolescent qui est décédé par la suicide, qui a, dans les semaines avant son décès, qui a partagé avec son famille, si jamais ça arrive, c'est quelque chose que je veux faire. J'ai eu une autre famille où c'était un jeune garçon de vers 10 ans qui a dit, qui était
très impliqué avec le recyclage. C'était très important pour lui. Donc, pour ses parents, de faire une donne des organes, c'était une forme de recyclage, quelque chose qui était important pour lui. Donc, oui, je pense que les familles qui ont déjà pensé là-dessus, qui ont eu des expériences, c'est une réponse plus rapide et facile. C'est jamais facile pour eux que les familles où ils ont plein de questions sur le mort cérébral ou comment on fait ça, est-ce que c'est légal, comment je peux être sûr que vous avez fait tout pour soigner mon enfant. Il y a moins de confiance, comme Dr. Weiss a mentionné. Est-ce qu'on va être capable de gérer ça? Oui, non, mais quand c'est vite, c'est parce qu'il y a une histoire déjà là où ils sont plus ouverts à le concept. Et Dr. Weiss, au niveau médical, au niveau des appareils médicaux qui sont de plus en plus perfectionnés, il y a des avancées également? Mais c'est sûr que sur l'horizon, là, il y a la recherche qui est faite et c'est sûr que ça fait longtemps que je suis en pédiatrie, ça fait 16 ans, maintenant je suis patron et avec du temps, là, j'ai constaté quelque chose que je suis capable maintenant de dire là, avec assez de confiance, c'est que les enfants sont plus petits que les adultes. Donc, évidemment, ça semble banal, là, mais c'est quand même quelque chose comme Dr. Lallier, là, qui est ici, qui est une chirurgienne spécialisée dans le transplant pour les enfants. C'est sûr que ça joue énormément de rôle parce que de prendre les organes, surtout une fois d'un enfant en bas de 5 kilos, mais de réanastomoser, de reconnecter les vaisseaux sanguins là, dans ce contexte-là, c'est difficile. Aussi, c'est difficile d'être sûr que les organes vont être performants une fois greffés. Dans le monde adulte, il y a de plus en plus des matériaux, de technologies, souvent des pompes. Des pompes qui donnent une perfusion aux organes, souvent ce qu'on appelle ex vivo ou ex situ. C'est une fois que l'organe est enlevé du patient, puis c'est mis dans une boîte branchée au tuyau là, qui vont circuler du sang et réoxygéner l'organe hors du corps du patient. D'ailleurs, on voit une image, hein? Oh, c'est presque. C'est presque la même affaire, mais ici, je vais parler de ça dans 2 secondes. Mais ça, c'est une technologie qui est difficile en pédiatrie, littéralement, parce que les tuyaux qui connectent à ces boîtes-là ne sont pas assez petites pour rentrer dans les vaisseaux sanguins et ils ne sont pas commercialisés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est difficile. Une autre forme, ça, c'est le diapo qui est derrière moi, là. Ça, c'est une autre forme de perfusion qui s'appelle perfusion régionale normothermique. C'est quand, après le décès est constaté par les critères, parce que le cœur est arrêté, on branche le patient avec des tuyaux qui vont dans les gros veines et des gros artères dans l'abdomen pour perfuser une partie du corps sans donner du sang au cerveau. Parce que c'est sûr que si on reperfuse, si on redonne l'oxygène au cerveau, le patient n'est plus mort. Ce serait une réanimation du cerveau. Ça, on veut éviter. Donc, pour les intensivistes et les gens qui sont plus habitués, c'est effectivement un circuit ECMO avec un clamp ou une interruption de l'aorte quand on fait ça pour les organes abdominaux. Je n'ai pas de diapo ici avec la version qui serait pour les organes thoraciques, mais ce serait une interruption plus haut des vaisseaux sanguins pour prévenir la circulation cérébrale. On peut fermer le diapo maintenant, là, mais ça, c'est sur l'horizon, soit la perfusion hors du corps, ex vivo, ou dans le corps avec le PRN. Ça, c'est des technologies qui s'en viennent en pédiatrie, là. Il y a plein des enjeux, à la fois techniques, à la fois logistiques, à la fois éthiques, pour être sûr que c'est fait dans des manières sécuritaires pour les patients. Et c'est important. Parce que ça peut agrandir le bassin de donneurs. Ça peut faire comme actuellement, il y a très, très peu de donneurs cardiaques néonatales. Mais ce genre de technologie peut augmenter le nombre de donneurs potentiels si on le déploie dans une manière sécuritaire. C'est important, mais quand même, je dirais que les choses qu'on a discutées tantôt sont bien plus importantes. C'est d'être sûr qu'on identifie tous les donneurs potentiels, que ces donneurs-là sont référés à Transplant Québec, que les travailleurs de santé, soit soins intensifs, les travailleurs sociaux, les coordinateurs, coordinatrices chez Transplant Québec, sont formés spécifiquement dans les enjeux pédiatriques pour que l'approche soit faite dans une manière humanitaire. Ça, c'est des choses qu'on peut faire actuellement. On n'a pas besoin de toutes ces boîtes et technologies pour augmenter notre performance.
on a besoin d'être sûr qu'on ne manque pas de donneurs et que les dons soient offerts dans une manière humaine. Et Madame Larivière, est-ce qu'il y a des gens qui regrettent, parce que ce ne sont pas tous les enfants, même si les parents ont accepté le don, ont fait des analyses, bon, est-ce qu'il y a des parents qui regrettent de ne pas avoir pu donner? Est-ce que ça arrive, ça, dans votre pratique? Oui, en fait, comme le disaient mes collègues, là, bon, il y a beaucoup de familles qui peuvent initier même cette discussion-là. Donc, parfois, on va annoncer la précarité de l'état médical, on va nommer qu'on est inquiet, que c'est une forte probabilité que ça évolue vers un décès. Puis parfois, les familles reviennent vers nous en mentionnant que ce serait leur souhait de pouvoir donner les organes. Puis parfois, force est de constater que ce n'est pas un candidat qui est éligible au don d'organes. Donc, c'est sûr que c'est une déception pour eux parce que au moment où on annonçait des choses difficiles, eux avaient cet espoir-là de pouvoir avoir un peu de plus beau dans leur histoire, puis de pouvoir aider d'autres personnes. Puis ça a un effet apaisant de pouvoir imaginer ce dénouement-là. Donc, c'est certainement une déception pour ceux qui ne sont pas capables de le faire. Par contre, ça ne reste pas un élément qui se transformait en deuil pathologique là, dans les suivis que j'ai eus, mais une déception transitoire après, quand le retour à la maison se fait. Bon, c'est tous les autres éléments du deuil qui prenaient la place pour ça. Alors, Harold, je oui? peux excuse parce que je pense qu'on a Oui, on aura une période de questions. Oui, c'est là, je vois le temps. Alors, on avait prévu une dizaine de minutes de période de questions, c'est pas très long, mais si vous avez des questions, on vous invite à vous approcher et puis à poser vos questions. Ça nous fera plaisir, ça fera plaisir aux panélistes de répondre. Je vais commencer d'abord par une question qu'on a eue dans le chat. En fait, il y a quelqu'un qui demande qu'est-ce qui arrive si les deux parents ne sont pas d'accord sur le don pour leur enfant? Qui veut répondre? De mon expérience, ça tombe vers le non. C'est difficile de faire cet processus si invasif si un des deux parents ne peut pas se rendre là. C'est sûr, on va travailler avec les deux parents, les autres membres de famille, des fois le rabbi, les mondes religieux, mais mon expérience à la fin, si c'est un oui, un non, on va le laisser comme un non. Merci. Docteur Lallier? Ça ne sera pas de question, ça va être 2 commentaires. Merci énormément. Très belle ambiance, très belle collaboration, très belle animation en rôle. Et la deuxième commentaire, ils m'ont demandé une chose que je devais dire au début, puis je l'ai oublié. C'est accrédité. OK? Alors, vous avez vu qu'il y a l'accréditation pour les affaires. C'est la seule affaire qu'ils m'ont demandé de dire, puis j'ai oublié. Alors, mais merci, ça me permet de dire les 2 choses. Alors, Bon, sur l'accréditation, ça doit être fait le plus tôt possible parce que ça ne va pas durer longtemps. bon, On a une question? le message est passé. Monsieur? Oui, bonjour. Moi, je suis greffeur de moelle et quand on fait des greffes de moelle, il y a la possibilité, par exemple, quand on greffe avec un donneur de registre, que la famille puisse rencontrer le donneur de moelle un an après, si ça s'est bien passé. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi dans le don d'organes avec des donneurs décédés? Actuellement, formellement, non. Je peux dire comme il n'y a pas, on n'a pas de programme ici à Transplant Québec pour réunir les donneurs et les receveurs, mais évidemment les familles des donneurs et les receveurs encore. C'est quelque chose qu'on y pense et qui est fait ailleurs. Par exemple, en Colombie-Britannique, ils ont commencé un programme. Ça fonctionne bien, ça prend énormément de ressources là, parce que c'est pas comme on va juste comme donner l'adresse, donner l'adresse à le receveur et ils vont prendre un rendez-vous là. Il y a beaucoup de coaching parce que c'est quand même des rencontres qui peuvent aller très bien, mais qui peuvent aller très mal aussi là. Il y a parfois comme un sentiment de culpabilité par exemple pour le receveur qui ne vit pas, il n'a pas découvert il n'a pas éradiqué le cancer encore, là, même s'il aurait su le cœur de son proche qui est décédé. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut encadrer bien. J'ai dit on n'a pas de programme formel parce qu'informellement, veut pas, les médias sociaux existent. Et le monde peut relativement facilement trouver hey, j'ai eu mon fils qui est décédé telle et telle date. J'ai eu des postes de quelqu'un qui a reçu des reins ou un cœur ou une fois, là, un jour après.
c'est pas trop complexe. Ça se fait. Donc, c'est pour ça que nous, à Transmet Québec, on parle de la possibilité d'encadrer ça parce que vu que le monde le fait informellement de toute façon, peut-être qu'on peut le faire formellement chez nous. Ben, en fait, je voulais juste ajouter qu'on a un projet pilote en cours présentement à Transplant Québec. Il y a déjà quelques familles qui ont eu des rencontres comme ça parce que tous les deux avaient fait part d'un souhait de se rencontrer. Donc, c'est fait avec l'aide de travailleurs sociaux, d'infirmières conseils comme moi. Donc, ça fait déjà quelques temps que c'est un projet pilote. J'avais une autre question, on parle beaucoup de dons d'organes, il y a les dons de tissus aussi. Est-ce que vous discutez de dons de tissus en même temps? Puis il y a des gens qui acceptent les tissus mais pas les organes, ou ça se joue comment ça? Mais je dirais aussi il y a des patients qui sont pas candidats pour le don d'organes, puis qu'on parle du don de tissu, c'est pas toujours super clair pour les familles, la différence, les critères, là. Donc, je pense qu'on a quand même aussi beaucoup d'améliorations à faire comme médecin communauté pour s'assurer qu'on manque pas non plus de donneurs de tissu, puis qu'on propose cette option-là de manière plus systématique, là, ça c'est certain. Et qu'est-ce qui est plus facile peut-être pour les familles, c'est que pour les tissus, pour les valves cardiaques, c'est souvent donné aux enfants. Donc, je trouve quand on mentionne ça à une famille, comme j'ai eu une donneur de tissu pour des valves, ils sont vraiment touchés par le fait que leur bébé, leur enfant peut aider la vie certainement d'un autre enfant, parce qu'avec les organes, des fois, le don, c'est à une adulte. J'ai encore une ou deux questions. On va prendre une dernière Oui, question. d'accord. Donc, juste, en don d'organes, les dons altruistes ou parentaux sont beaucoup développés pour les reins et le foie. En quoi ça change votre pratique, vous, aux soins intensifs avec les dons? Est-ce que ça a changé quelque chose ou non ces dernières années? Comme don vivant? Pour les donneurs cadavériques, est-ce que votre discours a changé, la présentation que vous faites du don a changé? Parce que j'imagine que c'est plus c'est plus orienté vers les greffes cardiaques maintenant, les dons cadavériques, peut-être un peu plus. C'est sûr que le don vivant est extrêmement important, là. Et en pédiatrie, là, c'est souvent les parents qui vont très motivés là, pour donner à leurs enfants, mais c'est pas géré par Transplant Québec. Ça, c'est géré par des programmes aux hôpitaux, des programmes de greffe. C'est sûr que souvent les receveurs sont listés quand même pour un organe après décès. Donc, ils vont être comme dans nos listes, mais c'est l'évaluation de donneurs et l'attribution, c'est tout géré par les hôpitaux. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? En fait, c'était pas mal la dernière question si on veut entrer dans nos temps, donc je vous laisse la balle. Alors, peut-être on a le temps pour un dernier tour de table rapide? Oui? On peut peut-être inviter notre directrice générale à venir vous dire quelques mots. Parfait. Alors, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci. Désolée, je ne voulais pas vous couper la parole. Alors, merci pour votre présence, pour la qualité des échanges, vraiment très appréciée de ma part et je suis certaine de tout le monde, tant à l'écran que dans la salle. Quand on parle de don d'organes pédiatriques, on ne parle jamais uniquement des procédures ou des cadres cliniques. On parle d'un enfant, on parle d'une famille qui est confrontée à l'indispensable, comme vous avez dit. Dans ces moments-là, chaque détail compte autant pour les enfants que pour les adultes. Notre façon de les accompagner, notre façon de décider, la façon de travailler ensemble au-delà de nos rôles et de nos organisations, parce que, comme vous l'avez entendu, Transplant Québec est un petit peu partout et on travaille avec tout le monde. Le don d'organes pédiatriques exige une rigueur qui est absolue, mais ça exige surtout une humanité qui est constante, qui est partagée par toutes les personnes qui sont impliquées. À Transplant Québec, on croit que le respect commence bien avant le don lui-même. Il commence dans chacun de nos gestes, du début à la fin, pour que l'enfant et sa famille y profitent. Je terminerai par cette idée centrale et je vous invite à la garder avec vous. Dans le don d'organes pédiatriques, la prouesse médicale sauve des vies, mais c'est la dignité de chacun de nos gestes qui honore celle de l'enfant. Je tiens à vous remercier et je vous invite à cliquer sur le code QR pour votre accréditation. Merci beaucoup. Merci énormément. Alors, merci à vous tous d'avoir pris le temps. Je vais terminer avec une parole. Tantôt, je parlais d'un petit garçon qui a été greffé à l'hôpital de Montréal pour enfants
Il n'avait même pas 10 ans, ça a pris 1 an. Je pense qu'il y a eu le cœur de Berlin. On a dû changer le cœur de Berlin. Puis quand je suis allé le voir après sa greffe, on avait fait un reportage, puis sa mère lui avait dit, à Liam qui s'appelle, on a vécu un véritable cauchemar. Alors Liam a pris la main de sa mère, l'a placée sur son cœur et lui a répondu, les cauchemars, ça tourne toujours mal, maman. On finit par mourir. C'est pas un cauchemar, je suis vivant. Merci à toutes et à tous.